Alors, bienvenue, on est comme à la maison. Alors, on ne va pas accueillir une sportive qui a fait les Jeux Olympiques de 2024. On va accueillir une très grande sportive de haut niveau, judokate, mais pas seulement, pompier de Paris, autrice, coach, et, tenez-vous bien, trois nationalités, sénégalaise, marocaine, française. Ambre, Asma, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation, comme à la maison. Je suis très honorée de partager ce moment un petit peu avec vous. Après cette super présentation de Bruno, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours? Parce que tu fais tellement de choses. Donc comme Bruno il l'a expliqué, alors une athlète olympique, Rio et Tokyo. Paris, j'avais une autre mission. Je n'étais pas athlète, mais j'ai accompagné des athlètes. Alors moi, mon histoire, c'est que, le rêve olympique, il a pris naissance depuis toujours. Je suis née au Maroc, à Mohamedia exactement. Je suis arrivée à l'âge de 11 ans en France. Je parlais pas français. Donc j'apprends la langue, donc école francophone. Et puis un an après, je me retrouve au collège. Et puis voilà, moi j'avais ce talent. Quand je dis tous les enfants, ils ont un talent. Moi, je comprenais vite. J'avais l'intelligence de comprendre vite le milieu du sport. C'est-à-dire que n'importe quel sport, je le comprenais vite. Sauf qu'on n'a pas vu ce talent-là, qu'on m'a mis un peu échec scolaire. Donc j'ai fait un CAP BP bac pro cuisine. Donc j'étais dans les fourneaux et tellement loin de mon rêve olympique je le voyais peut-être fermé quelque part dans ma tête, mais je suis restée focus sur accepter de faire une tâche et on voit après. Donc 4 ans sont passés. Pour la faire vraiment très courte, je rencontre le judo à l'âge de 20 ans. Je connaissais pas ce sport. Pour moi, je ne savais pas si c'était un sport japonais, chinois, coréen, enfin vraiment très éloigné parce qu'il faut savoir, je faisais de l'athlétisme quand j'étais jeune. J'étais aussi championne de France moins de 18 ans en handball avec une sacrée équipe de ma ville. C'est vrai que c'était un des sports où je voulais faire sport-études ou en athlétisme. Et il s'avère que le judo, je ne sais pas s'il m'a choisi ou je l'ai choisi, mais en tout cas, c'est une synchronicité. Et puis là, je mets le kimono, puis un entraîneur m'a dit tu iras loin dans ce sport. Et puis là, je l'ai vu en anneau olympique. J'ai dit j'irai au jeu. Et puis c'est vrai que quand je dis ça à l'âge de 20 ans, c'est vrai que c'est très rare. Enfin, je pense que j'ai jamais arrivé dans le circuit haut niveau à ce niveau-là. Puis après, je me suis entraînée, j'y ai cru. Après, la rencontre, elle fait que je rencontre un gradé de la caserne qui m'explique ce que c'est un métier de pompier. Et puis c'était pratiquement, il y avait quelques femmes, mais j'étais vers les premières. En plus, femme racisée, dans un milieu patriarcal, j'étais une minorité dans la minorité. Et donc, j'y passe 10 ans de ma vie. 10 années, 10 ans. Et je pense que c'était aussi mon sport-études en réalité, parce que c'est dur, on va pas dire que c'était vraiment un sport-études, parce que c'est militarisé, le métier il est dur, on voit des choses, on prend de la maturité émotionnelle très très vite. Mais après, je pense que ça m'a donné une discipline, une préparation mentale incroyable en fait, pour ouvrir peut-être un jour ce tiroir du rêve olympique. Et puis je prends une décision exceptionnelle à l'âge de 29 ans. Tout le monde m'a dit que j'étais folle. 29-30 ans, je décide de tout claquer en fait. Et je suis née au Maroc. Et j'ai dit à ma mère pourquoi je voulais d'avoir la nationalité marocaine. Et puis à ce moment-là, l'équipe du Maroc pouvait ouvrir la possibilité que j'aille réaliser déjà un rêve olympique, mais aussi représenter quelque chose. Et moi, je ne pensais pas que j'allais avoir un impact aussi fort dans le pays, que j'allais révolutionner ce sport dans mon pays, dans le sens du palmarès. Et puis voilà, décision exceptionnelle, résultat exceptionnel. Je ne pensais pas en lâchant tout. Et après, je dis ça, j'avais quand même un parachute dans le sens où c'était mon parachute, quand je dis ça, c'était ma discipline. C'est-à-dire que je me suis pas dit juste je pars et on verra. C'est une vraie combattante. Oui, je laissais tout de mon côté et il fallait que je sois disciplinée, que je m'entraîne 10 fois plus pour rattraper le retard de judo que j'avais. Donc, la chance que j'ai, c'est que j'avais 10 ans de formation militaire. Donc, tout ça me faisait pas peur. La discipline, c'était en moi, parce qu'on me l'a ancré. Donc, j'ai travaillé dur. Et puis, je deviens le meilleur palmarès du judo marocain à 33 ans, 32 ans, en gagnant un grand prix. Et c'est là, à partir de là, qu'en fait, on pense que c'est un rêve, en fait, unique pour nous et c'est intrinsèque. Et en fait, on voit que derrière, il y a une aspiration de jeune fille. J'ouvre quelque chose, que le drapeau, il monte au plus haut et qu'on parle souvent du Maroc.
Et la petite anecdote, c'est que j'avais une portoricaine à chaque fois qu'on se prenait, qui faisait partie des meilleurs mondiaux. Un jour, elle m'a dit, Morocco. Elle m'a dit, moi, je connais pas le Maroc, mais je connais le Maroc grâce à Asmaniang. Et en fait, ça m'a touchée parce que je me suis dit, mais en réalité, on est plus que ça, en fait. C'est-à-dire qu'on représente non seulement un pays, mais voilà, tout un peuple. Et on est un porte-drapeau, on est ambassadeur. Et en fait, c'est à partir de là que je me suis dit, en fait, ce projet-là que j'ai, il n'est pas que pour moi, en fait. Il peut ouvrir certaines choses à d'autres. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, 34 ans Rio. Et puis là, on voulait me mettre en fin de carrière. Moi, je dis, je viens d'arriver, calmez-vous. Je suis junior. Les journalistes à Rio, vous connaissez, les journalistes, toujours la même question. Et là, vous êtes en fin de carrière, avant même de combattre, c'est votre dernier JO. Calmez-vous, moi, je disais rien. Et pour pas trop qu'on me casse un peu, peut-être mon rêve de partir jusqu'à Tokyo, parce que je venais d'arriver finalement. J'étais fraîche, contrairement aux autres, quoi. Et puis là, je disais, je suis une année. Et je me retrouve dans le top 16 à 38 ans à Tokyo, plus 1 en plus, avec le Covid. Et puis voilà, en fait, le sens après tout ça, c'est vrai que ma carrière au Maroc, elle n'était pas facile, tout rose. Il y avait des difficultés. Je pense que à chaque fois, je dis que les athlètes africains, ils méritent tous une médaille d'or parce que, en termes d'intelligence, si on devait développer l'intelligence par rapport à les êtres qui s'adaptent, ils s'adaptent à tout, et les Africains, ils sont capables de s'adapter à des choses. Moi, j'ai vu certaines choses qui sont incroyables par des athlètes, et voilà. Raconte-nous, pardon de te couper, raconte-nous un truc incroyable. Alors, un truc incroyable, pas forcément moi, moi j'en ai plein, mais j'ai envie de parler d'un Sénégalais, un lourd judoka du Sénégal, Banik. Je me souviens tout le temps, c'est je sais pas, il a eu un problème de visa ou je sais pas pour l'Afrique du Sud, et vraiment, il savait pas quand il partait. C'était ses championnats d'Afrique, son qualificatif pour les Jeux. Je sais pas si on l'a oublié. En tout cas, il a eu un problème, le pauvre, de logistique, comme tout le temps, plein d'athlètes africains. Et là, il arrive la veille. Donc en fait, il y avait déjà la pesée, mais comme il y a eu un problème, il a eu le droit de se peser le lendemain. Bon, c'est un lourd, donc ça pose pas trop de problème. Il arrive la veille, mais genre peut-être qu'il avait pas trop dormi, et tout de suite. Or que des fois, on pourrait se plaindre, il a dit, ouais, et en fait, tout de suite, il me dit, non, ça va y aller. Et il fait champion d'Afrique le lendemain. Il avait éclaté tout le monde. Et en fait, c'est ça qui est magique. Moi, ça me donne des frissons, des histoires comme ça. Et ça, c'est des vraies histoires parce qu'en fait, on les raconte pas assez. Mais moi, je pourrais écrire un livre sur les athlètes africains. Un autre? Et il y en a plein, des histoires où forcément on s'aide entre nous. Moi, je sais que ma première année, où j'étais un peu plus isolée, c'était pas comme la structure maintenant, la Fédé, où je partais toute seule, on s'hébergeait. C'est-à-dire que s'il y avait toujours... Parce qu'il valait mieux prendre une amende, parce que des fois, l'Institution internationale de judo met des prix tellement chers que forcément, des fois, à l'époque, il fallait mieux prendre une amende, payer moins cher, que dormir dans l'hôtel. Donc, il y avait des athlètes, ils préféraient prendre une amende et puis qu'on s'arrangeait pour payer l'hôtel. Qu'est-ce que tu entends par une amende ? En fait, si on ne dort pas dans l'hôtel officiel, on peut prendre une amende. À l'époque, c'était comme ça. Donc, il y a beaucoup d'athlètes africains qui préféraient prendre une amende. Ça revenait moins cher que de payer l'hôtel. Et donc, on disait à chaque fois, on est les amendes. En fait, on se parlait comme ça. Amende ce soir? Ouais, amende. et voilà, et on vit ça, cette réalité-là. Et donc, voilà, on s'est hébergé à dormir de 3 dans la chambre. Je me suis déjà vu à dormir 3 ou 4 dans la même chambre, or qu'on combattait le lendemain. Ça, c'est des réalités. Et je trouve que l'athlète africain, il est digne. Il est très digne parce qu'on n'en parle pas assez. C'est des choses-là qu'on n'en a jamais... on les a pas, or qu'on est dans l'ère des réseaux sociaux, tout ça. On aurait pu... Parce qu'en même temps, on a un côté fier et égaux pour notre pays. Voilà, peut-être on va critiquer en privé, mais on va défendre en public. Il y a une vraie résilience qui se met et qu'on n'a pas envie de donner. Alors des fois, c'est bien de dénoncer parce que voilà, pour l'intégrité et dignité de l'athlète. Mais je trouve que voilà, on est ça, on est tout ça. Et en tout cas... Voilà, moi je sais que je me suis beaucoup inspirée des athlètes africains parce que voilà, ils ont une résilience qui est incroyable, quoi. Mais du coup, toi, quand tu dis on est, tu es à la fois athlète, tu es auteur, tu es coach d'athlètes de haut niveau. Comment tu fais pour associer tout ça et comment tu passes d'athlète à tout ce qui a suivi derrière? Après, c'est vrai que moi, j'ai toujours fait le double projet. Je n'ai jamais vécu que de judo parce que voilà, même si j'étais à un moment donné dans le plus haut que j'ai fait, j'étais dans le top 4 mondial et j'ai jamais eu l'occasion de vivre que du judo, donc j'ai toujours travaillé.
Donc à l'époque où j'étais pompier. Et puis après, bon, moi, mes diplômes, j'étais préparateur physique à l'époque et sans avoir pris des études de psychologie et toute cette filière de préparation mentale. Et j'ai toujours fonctionné en double projet, donc toujours à côté. Et c'est vrai que la passerelle, elle était, on va dire, plus facile pour moi. Même si quand on laisse quelque chose d'important, on recommence quelque chose il y a la pagaille entre, mais elle était plus facile pour moi, cette transition. Alors, il y en a peut-être qui peuvent tomber en burn-out, en dépression, comme je connais plein mal d'athlètes, et surtout s'ils n'ont pas de projet ou de vision. Ouais, c'est ça. Et moi, j'en connais plein encore. Là, jusqu'à aujourd'hui, les athlètes africains, ça va vraiment pas, parce que là, il n'y a plus rien, il n'y a plus de vision, plus d'espoir, il n'y a plus de foi, il n'y a rien. C'est des gens que tu accompagnes? Là, en l'occurrence, non, mais en tout cas, voilà, je suis comme un peu la grande sœur, on partage certaines choses et si je peux donner des outils, tout ça, j'aide. Après, il y a certains athlètes, oui, marocains que j'accompagne là-dessus. De toute façon, post-olympique, c'est toujours un moment difficile pour l'athlète. Il y a une médaille ou pas, qu'on ait fait une perf. Parce qu'on est au sommet et après, ça retombe. Et surtout, il y a des athlètes, ils ont de la lumière que lorsque c'est les Jeux. En fait. Et après les 4 ans, et c'est des sports, on n'en parle pas du tout. En fait, c'est leur moment de gloire et puis après, ils n'existent plus. Donc, c'est cet effet psychologique du rejet. Enfin, voilà, ça peut être... Ouais, c'est une charnière où ils ont besoin d'accompagnement. Alors, tu viens de publier un livre, hein, Oui. Dans lequel on peut lire un truc génial, mets de l'or sur tes blessures, hein, et fais-en une force. Hein. On sait bien tous que ce sont les expériences rudes qui rendent meilleures, et que quand les blessures sont bien pensées, c'est un bonheur pour la suite. Tu nous racontes un peu en fait, le pourquoi, la genèse, à quoi ça sert, où est-ce que tu vas avec ce joli livre, hein, à bras-le-corps. Hein. À bras-le-corps. Alors, à bras-le-corps, il a une histoire de base. Je suis arrivée à l'âge de 11 ans, je parlais pas français et je suis dyslexique. Et en fait, je pensais en soignant ma dyslexie, il fallait que je lise beaucoup. Sauf que la dyslexie, elle est toujours là. Ça n'a rien à voir avec cérébral, c'est voilà, dans les ADN, on le sait. Et puis voilà, c'était ça. Je m'étais mis à lire beaucoup pour, voilà, on va dire comme embrasser la langue française, la comprendre, elle est tellement complexe. Et puis finalement, je lisais pas beaucoup de livres qui m'ont éveillée à mon âge ou qui m'aidaient ou que je puisse m'inspirer. Parce qu'on n'était pas beaucoup dans l'écriture, on n'était pas dans la plume des gens de la diaspora, parce qu'il fallait bien que je me visualise quelqu'un qui me ressemble un peu qui écrit. Et donc on n'était pas trop dans ça à l'époque. Moi j'en ai 41, donc je parle là il y a plus de 20 ans. Et en fait j'ai un peu écrit un livre que j'aurais voulu peut-être lire à mes 20 ans. Super. Et bon, il parle pour toute personne, hein, j'ai pas mis d'âge précis en fait. Et le kintsugi, pourquoi le kintsugi? Alors c'est un mot japonais parce que moi je fais du judo. Donc mon sport, c'est un sport, le judo, le soleil levant. Et en fait, chez eux, si un objet se casse, kin, ça veut dire or, tsuki, fissure. Donc tsuki, et en fait, quand un objet se casse, on le recolle, on met de l'or. Et moi, j'ai vu ça m'avait fasciné à l'époque, peut-être en 2014-2015. Ça m'avait fasciné. Qu'est-ce qui t'a fasciné? Et en fait, je me suis vue, j'ai fait un transfert. En fait, quand le monsieur, il recollait l'objet et qu'il mettait de l'or, et puis moi, je m'étais vue. Je me suis dit, moi-même, je m'étais dit, oh, je suis un bon kintsugi. Voilà, j'avais pensé ça. Et en fait, j'ai mis ça quelque part. Et je ne sais pas pourquoi, ça a toujours travaillé pendant des années, qu'un jour, j'ouvrirai ma structure et je l'appellerai Kintsugi People. Donc voilà, c'est quelque chose qui est fait. Et puis, dans le livre, forcément, c'est pour ça que j'ai un peu des dorures, un peu comme ça. Et j'ai pas voulu vraiment écrire un livre juste pour raconter une bio, ma vie, mon œuvre. C'était vraiment pas ça. Je voulais mettre 12 chapitres où je mets une thématique assez forte, storytelling, qui est arrivé, factuel, quelque chose que je livre. Et derrière, par exemple, je vais te donner un exemple, l'acceptation. Je raconte une histoire qui m'est arrivée avec l'acceptation. Derrière, je donne des outils. Si mes outils ne vous vont pas, ok, mais je vous laisse une dizaine de livres par rapport à l'acceptation. Lire, c'est un peu compliqué. Bon, il y a des films. Ok, il y a des docus. Donc, on ne peut pas défiler pour pas connaître la thématique. Tous les outils pour pouvoir voilà, et donc c'est un livre référence, c'est un livre qui pousse à lire, c'est un livre qui pousse à pousser sa réflexion. Et voilà, et c'est dans tout l'univers un peu du potentiel humain, de toutes ces croyances. Est-ce qu'il y a un passage du livre qui est un peu ton préféré, que tu voudrais nous lire là, 2 petites lignes? Ah, d'accord, incroyable. Donc, peut-être un des chapitres qui me tient le plus à cœur. Le plus à cœur, ça sera le dernier, peut-être. Apprendre à s'aimer. Ah. Ouais. Le travail d'une vie. Ouais, apprendre à s'aimer. Et
Voilà, apprendre à s'aimer. Alors donc, j'ai commencé par une histoire. Alors, c'est Alice au pays des merveilles. Donc, voilà, Alice, ça m'a toujours fascinée parce que, en fait, plus je grandis et puis on a une maturité, plus on comprend qu'en fait, finalement, il y a plein de trésors cachés dans ce dessin animé-là, en fait. Et donc, le livre, j'ai beaucoup aimé. Et vous voulez que je vous lise un passage? Oui, vas-y, ouais, avec plaisir. Alors, mais tu m'aimes? Demanda Alice. Non, je ne t'aime pas, répondit le lapin blanc. Alice fronça les sourcils et commença à se frotter les mains, comme elle le faisait comme toujours quand elle était blessée. Tu vois, dit le lapin blanc, maintenant tu te demandes peut-être ce qui te rend si imparfaite, ce que tu as fait de mal pour que je ne t'aime pas au moins un petit peu. Et c'est la raison pour laquelle je ne peux pas t'aimer, je ne t'aimerai pas, Alice. Tu ne seras pas toujours aimée, Alice. Il y aura toujours des gens. Certaines personnes seront fatiguées, en colère contre la vie, la tête dans les nuages, ils te feront du mal. Parce que les gens sont comme ça par moments. Ils finissent toujours par jouer avec les sentiments des autres. Parfois, par insouciance, malentendu ou conflit avec eux-mêmes. Et si tu t'aimes pas au moins un peu, Alice, si tu crées pas une tranquillité d'amour propre et de bonheur autour de ton cœur, les flèches envenimées de gens viendront mortelles et te détruiront. La première fois que je t'ai vu, j'ai fait un pacte avec moi-même, j'éviterai de t'aimer tant que tu n'as pas appris à t'aimer toi-même. C'est la raison pour laquelle, Alice, je ne t'aime pas. Voilà, tout est à l'intérieur et à l'extérieur avec des outils. Voilà. Moi, j'ai une question qui est très simple. C'est comment tu t'aimes aujourd'hui? Ah, je m'aime beaucoup, énormément, et c'est quelque chose, comme une plante, c'est s'aimer, c'est quelque chose qui n'est pas éternel, c'est comme les saisons, donc des fois, avec ce qui se passe à l'extérieur, il y a des fois des challenges. Donc en fait, j'ai compris finalement que s'aimer, c'est pas éternel, c'est un travail du petit courage de chaque matin, par rapport à ce qui vient de l'extérieur. Parce qu'on est des fois... voilà, certaines choses de la vie font que c'est des montagnes russes et tout ce qui vient de l'extérieur, on est des êtres sociaux. Et donc, je sais qu'aujourd'hui, je m'arrose beaucoup, voilà, comme une plante. Je me laisse pas dessécher et donc je m'arrose tous les jours, je me mets l'eau qu'il faut pour continuer à garder cet amour propre. Alors, la leçon du lapin blanc, tu t'aimes plus après avoir fini, parce que c'est... Enfin, moi, je dis rien, hein, mais je le dis quand même. C'est quand même là que tu nous emmènes tout de suite, ce qui est le plus... sûrement important et fort pour toi. Oui. Et est-ce que tu t'es aimé un petit peu plus après ce livre? Oui, alors on m'a souvent posé la question si c'était un livre thérapie. Je dis toujours, il y a des livres, forcément je suis dans le soin, mais je pense que plutôt dans la transmission. J'ai l'impression que c'est aussi m'aimer de transmettre. Voilà. Parce que moi j'aime bien encore une citation Maasai. Et ça, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et qui me revient. Et cette citation, je l'aime vraiment beaucoup. C'est « Je suis parce que nous sommes ». Et on est beaucoup le reflet de l'extérieur finalement, même si des fois les choses ne sont pas simples. Et le fait de transmettre, je sais, c'est quelque chose qui m'apaise et qui me fait du bien. Je voulais rebondir tout à l'heure sur le fait d'arroser. Tu es aussi investi dans une association de lutte contre la désertification. Tu t'es investi pour la santé mentale dans le monde. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Alors déjà, je suis contente, ça fait 2 semaines que j'ai ouvert mon association enfin. Super, bravo. Qui s'appelle Kintsugi Vibes. C'est un peu, bon, ma structure, c'est mon entreprise Kintsugi People. Maintenant, c'est Kintsugi Vibes. Et ça, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur parce que je me suis rendu compte que finalement, la psychologie, elle n'est pas pour tous. La santé mentale est un luxe. On vulgarise pas du tout la psychologie. Et en plus de ça, je les découvre, plus ça va, plus je suis dans ce milieu, que par exemple, la diaspora. Je ne comprenais pas pourquoi ils étaient éloignés de l'univers. Ça peut être culturel, par pudeur. Voilà, il y a plein de raisons, mais aussi il y a un lien. Savoir que la psychologie à l'époque, c'était quand même des psychologues. Quand je remonte dans le temps, c'était une maladie mentale de prétendre qu'on est égal aux blancs. Et c'était des psychologues qui avaient mis ça en œuvre. Donc on appelait ça vraiment. Il y avait un mot pour décrire ça. Donc en fait, la psychologie a joué beaucoup à l'époque sur ça. Et donc, c'est un héritage qu'on prend. Donc, on peut pas... La psychologie, aujourd'hui, elle est pour tout le monde, en fait. Sauf qu'on la vulgarise pas. Et voilà. Et ça, on en parle beaucoup avec les psys. Le psy qui reste dans son bureau, derrière, c'est bon, c'est terminé. On n'est plus à l'époque. Maintenant, voilà, il y a le terrain aussi. Et puis, c'est d'aller, en fait, justement, rendre accessible à tout le monde, à tous les niveaux sociaux,
et que ça parle pas. Moi, des fois, quand je vois à la télé certains psy prendre des mots très compliqués, et ça, j'essaye de le vulgariser et que tout le monde s'approprie sa santé mentale, son cerveau. Tu l'utilises aussi pour accompagner les athlètes, du coup? Alors là, c'est un volet prépa mental, et donc c'est pour ça que mon association elle me tient à cœur, parce qu'il va y avoir de la thérapie, des retraites. Voilà, c'est vraiment aider des personnes qui sont en précarité, qui n'ont pas le budget pour leur santé mentale, leur rendre accessible. Et il y a un volet pour forcément les athlètes de niveau, oui. Et pour la préparation mentale, ce pilier, de leur donner accès. Donc voilà, donc c'est pour ça que moi je me bats pour trouver des budgets. Je me bats pour que cette association soit solide. J'y mets tout mon cœur pour que je puisse que tous les athlètes qui sont en précarité, que ce soit en Afrique et en France, qu'ils aient cet endroit-là. Et jusqu'à aujourd'hui, ça n'existe pas vraiment un truc vraiment où on peut les accompagner vraiment précisément. Et je me suis dit, non, il faut que je le fasse, moi j'en ai souffert. Peut-être un appel à lancer dans Women's Sports Africa. Peut-être on pourrait faire ça. En tout cas, moi, avec plaisir. Je sens en toi beaucoup d'envie de transmettre fortement. Sur ton livre, on voit cette écorchée vive devenue athlète. Non, moi, je trouve que tu as beaucoup d'expérience et une joie intense de la retransmettre, que ce soit pour les athlètes ou pour ton association. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé ce moment ensemble, comme à la maison. Moi aussi. On s'est beaucoup vus cet été, pendant les Jeux, pas au Club France, à la Station Afrique, parce qu'on y était quasiment tous les jours, tous les deux. Sur des conférences. Et moi, je suis un grand fan de cette dame hors norme, et aussi aller sur son Instagram. Alors, au début, j'y allais, mais elle fait des trucs, vous verrez, c'est génial. Ambre, je te laisse le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Asma. Merci à tous de suivre cet épisode de Comme à la maison. Vous pourrez nous retrouver avec de nouvelles athlètes. Vous pouvez partager les vidéos pour propager les informations sur les athlètes africains qu'il faut absolument soutenir. Et peut-être qu'on se retrouvera pour une suite. Asma, de toute façon, on ne te lâche pas. Merci à vous. À bientôt. Votre famille est en Afrique? Pour envoyer de l'argent de l'Europe vers l'Afrique, c'est sécurisé. L'argent est bel et bien sûr d'arriver. C'est ça, Orange Money Europe.